J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Laurent Abel, qui travaille et qui dirige une équipe de recherche au sein de l'Institut Imagine sur le site de l'hôpital Necker à Paris sur la susceptibilité humaine aux maladies infectieuses et en particulier les mycobactérioses. Et donc le professeur Abel a décrit plusieurs mutations polymorphismes génétiques qui exposent particulièrement à des infections à Mycobacterium tuberculosis, à Mycobacterium leprae, mais aussi à d'autres maladies infectieuses, en particulier herpès simplex ou certaines même candidoses. Et donc aujourd'hui, le professeur Abel va nous faire un topo sur la génétique humaine de la tuberculose. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Donc ça va si je parle en français ou... Oui. Ok, bon, très bien. Bien, merci de l'introduction. Donc effectivement, dans le laboratoire, on s'intéresse avec donc mon collègue et binôme Jean-Laurent Casanova à la génétique humaine des maladies infectieuses dans différentes dimensions, pour différentes pathologies, différents types d'agents infectieux, bactéries, virus, champignons. Et donc aujourd'hui, je vais parler quasi exclusivement des mycobactéries. Enfin, Mycobacterium tuberculosis en premier lieu, mais aussi de quelques autres à certains moments. Pour essayer de vous présenter un peu où on en est dans notre réflexion sur la génétique humaine de la tuberculose, qui a connu comme des évolutions récentes assez intéressantes, et en particulier, comme je le dirai sur la fin, une découverte assez récente sur un variant assez particulier qui ouvre des perspectives vraiment intéressantes. Alors juste pour rappeler, s'il en était besoin, que la tuberculose reste évidemment un énorme problème de santé publique, que c'est une pathologie qui n'est absolument pas contrôlée malgré tous les efforts qu'on fait, que l'OMS tente de faire. On reste, entre guillemets, toujours de l'ordre de 10 millions de nouveaux cas par an, 1,5 million à 2 millions de morts par an dues à la maladie, en partie, mais pas uniquement, favorisée évidemment par la co-infection avec le VIH dans certains pays. Et comme vous le savez, il y a aussi un nombre croissant de souches résistantes, et parfois extrêmement résistantes, qui posent vraiment des très gros problèmes de traitement. Alors, dans cette pathologie, nous, ce qui nous intéresse, et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est cette observation, évidemment, que je vais beaucoup détailler, qui est la grande variabilité. En fait, c'est une observation qu'on observe dans quasiment toutes les maladies infectieuses. La grande variabilité qu'ont les individus qui vont être exposés ou infectés à un agent infectieux à répondre à cet agent infectieux et à développer ou pas une maladie clinique. Et on sait à peu près que environ 10% des gens qui sont infectés par Mycobacterium tuberculosis vont développer une maladie clinique. Heureusement, si je puis dire, puisqu'on estime qu'un quart à un tiers de la population mondiale est infectée par le bacille. C'est-à-dire à peu près 2 milliards de personnes. Donc évidemment, si tout le monde devenait malade, ça créerait un très très gros problème. Donc cette seule observation, évidemment, est fondamentale, puisqu'elle pose la question de comprendre pourquoi, finalement, la majorité des gens est résistant, si je puis dire, c'est-à-dire va arriver à contrôler ce bacille, et une minorité va développer la maladie. Alors juste quelque chose d'assez général, qui encore une fois s'applique à quasiment toutes les maladies infectieuses. Il y a donc deux étapes principales, on va dire, du processus qui va de l'exposition à l'infection, puis de l'infection au développement éventuel d'une maladie clinique. Alors pour la tuberculose, la première étape, bon, est un peu difficile à cerner parce qu'il n'y a pas de mesure absolument parfaite de l'infection. Comme vous savez, on a des mesures indirectes qui sont de deux ordres. L'une qui est l'intradermoréaction à la tuberculine, qui existe depuis assez longtemps, mais bon, qui reste un test qui a son intérêt. Et plus récemment, donc, les tests de production d'interféron gamma en réponse à des antigènes, donc les tests de type interféron gamma résacé, quantiféron par exemple, qui mesurent en quelque sorte le fait de savoir si les lymphocytes des personnes ont déjà rencontré des antigènes de Mycobacterium tuberculosis. Donc basé sur ces deux tests, quand on combine les deux, on a une assez bonne idée quand même des gens qui sont infectés ou pas infectés, mais c'est pas parfait. Et basé sur tout un tas d'études, on peut estimer que pour des gens qui vont être soumis à un niveau d'exposition quand même assez élevé, répété,
La plupart d'entre eux vont devenir infectés, probablement de l'ordre de 90%, c'est évidemment un chiffre qui peut être discuté. Mais il y a sûrement aussi des individus qui sont résistants à l'infection, qui sont très largement exposés et qui a priori ne s'infectent pas. Alors ça, c'est un aspect dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui nous intéresse aussi beaucoup, et sur lequel on recherche aussi des aspects génétiques, puisque, comme vous savez probablement, il y a d'autres pathologies infectieuses où il y a des résistances à l'infection qui ont été clairement démontrées. La plus connue d'entre elles, c'est probablement dans le cadre du VIH, les mutations du récepteur CCR5, qui à l'état homozygote protège très fortement contre l'infection, puisque ce récepteur se trouve être un des corécepteurs principaux du VIH. Alors on va s'intéresser plus à la deuxième partie, qui est le passage de l'infection à le développement de la maladie clinique. Alors dans la tuberculose, là j'ai mis des choses très schématiques et classiques, on va dire, hein, évidemment. Il est en général admis qu'en zone de forte endémie, encore une fois, puis comme on va le voir, c'est aussi ce qu'on observait dans l'histoire naturelle de la tuberculose en Europe, même avant l'arrivée du vaccin, entre guillemets, et des antibiotiques après, qu'il y a environ 5% des individus qui vont développer une tuberculose dite primaire, c'est-à-dire à peu près dans les 2 ans qui suivent l'infection. Et encore une fois, en zone d'endémie forte, ce sont essentiellement les enfants, puisque la primo-infection se passe dans l'enfance. Et c'est assez souvent des formes extrapulmonaires. La tuberculose peut même presque se localiser n'importe où. Méningite, miliaire, dans les os, dans les reins, etc., etc. Les autres individus vont devenir ce qu'on appelle des infectés latents. Et puis certains d'entre eux, au cours de leur vie, vont développer une tuberculose pulmonaire, typiquement de réactivation, qui peut se développer 10, 15, 20, 30 ans après, pour des raisons justement souvent assez mystérieuses, même si parfois il y a des causes assez évidentes, mais en général pas très évidentes. Alors, toujours pour faire simple, il y a évidemment 2 grands types de facteurs qui vont influencer ce processus, ceux qui sont liés à la mycobactérie et ceux qui sont liés à l'hôte. Alors, je ne vais pas aller très loin dans les facteurs mycobactériens, ce n'est pas mon propos et ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais il est évident que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, premièrement, l'exposition est évidemment absolument nécessaire, et les niveaux d'exposition vont sûrement jouer un rôle. C'est pas pareil d'être exposé très largement, d'être le conjoint d'un individu qui tousse pendant 3 mois, évidemment, ou vivre en Afrique du Sud, où l'incidence est absolument faramineuse, par rapport à une exposition extrêmement modeste. C'est pas pareil. Et comme vous savez aussi, il y a évidemment des facteurs plus intrinsèques à la mycobactérie qui vont pouvoir donner lieu à des virulences plus ou moins importantes suivant les souches, qui peuvent influencer ce processus. Alors du côté de l'hôte, il y a évidemment aussi toute une série de facteurs non génétiques. L'âge, par exemple, est un facteur très, très simple, mais qui joue un rôle, parce que ce n'est pas la même chose d'être infecté, exposé, si vous êtes un nourrisson, si vous avez 15 ans ou 80 ans. Et puis évidemment, il y a toutes les causes d'immunodéficience acquise. Donc le VIH, je l'ai mentionné, en est pratiquement la principale, en tout cas en termes de fréquence, évidemment. C'est un facteur de risque majeur lorsque vous avez des niveaux de CD4 qui sont très bas. Mais il y a toute une série de traitements aussi, comme vous savez, et puis toutes causes qui peuvent créer une immunodéficience vont influencer ce processus sans aucun doute. Néanmoins, dans la majorité des cas, ces causes n'existent pas et il reste une variabilité. Et c'est là, évidemment, que peuvent se situer les facteurs génétiques, en particulier quand on regarde effectivement une situation un peu endémique stable dans des populations qui sont relativement homogènes sur le plan, on va dire, socio-économique. La variabilité qu'on observe dans ce genre de population a une assez forte probabilité d'être expliquée en majorité par des facteurs intrinsèques à l'hôte et donc potentiellement génétiques. Alors, je vais ici me focaliser sur les aspects cliniques, comme je l'ai dit. Et donc, juste pour vous donner quelques éléments un peu historiques, de nouveau, qui sont toujours très intéressants. Donc, voilà par exemple ce qu'on observait en Europe au début du XXe siècle, dans les distributions de mortalité dues à la tuberculose.
qui donc à cette époque-là était encore assez prévalente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on avait une majorité de formes qui soit survenaient chez le jeune enfant avant 5 ans, qui étaient majoritairement des formes extrapulmonaires. Et puis ici, autour de l'adolescence, on avait ce qu'on a appelé dans la tuberculose le Golden Age, l'âge d'or, une baisse assez forte de l'incidence de la tuberculose et de la mortalité qui va avec. Et puis à partir du 15-20 ans, commençaient à apparaître les formes pulmonaires classiques, qui constituaient la deuxième série de mortalité, disons, liée à la maladie. Donc quelque chose quand même qui est un peu en 2 étapes. C'est important d'avoir cette notion parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément la même maladie qui arrive là et là, en tout cas en termes de réponse de l'hôte. On voit bien qu'il peut y avoir des éléments différents qui vont être en jeu. Alors cette variabilité, il y avait quand même une notion importante qui est arrivée aussi assez vite, c'est qu'elle avait une composante familiale, c'est-à-dire qu'on a assez vite observé qu'il y avait des concentrations familiales de cas. Alors évidemment, dans les maladies infectieuses, la première explication qui vient, c'est la contagion, et évidemment cette cause existe. Mais donc pour essayer de faire la part de ce qui peut être dû à des éléments purement contagieux, si je puis dire, par rapport à des éléments plus génétiques, il y a toute une série d'études qui peuvent être faites. En particulier, c'était beaucoup développé dans la première moitié du XXe siècle, ces études de jumeaux, où, comme vous le savez peut-être, le principe général est de comparer ce qui se passe entre des jumeaux dizygotes et des jumeaux monozygotes. Donc les jumeaux dizygotes et monozygotes partageant le même âge, évidemment, le même environnement, ils vivent ensemble. Par contre, la grosse différence entre les deux, c'est que dans un cas, ce sont des frères et sœurs classiques biologiquement, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils partagent 50% de leur matériel génétique, alors que les jumeaux monozygotes, évidemment, partagent 100% de leur matériel génétique. Et donc, lorsqu'on observe des concordances beaucoup plus fortes chez les jumeaux monozygotes par rapport à des jumeaux dizygotes, c'est évidemment un argument très fort pour une origine génétique de la maladie ou du phénotype que vous étudiez. Donc là, je vous ai mis une étude là, qui avait été faite dans les années 30, je crois, si je me souviens bien, qui montrait un peu la fréquence, la prévalence de la tuberculose, la morbidité, dans différents personnes en fonction de leur lien avec un cas index. Donc là était représenté le niveau dans la population générale, le niveau chez des époux, donc qui augmente, a priori uniquement dû à la contagion, justement, puisque en dehors de cas de famille consanguine particulière, les époux ne sont pas biologiquement apparentés. Et puis après, chez différents types d'apparentés, les parents, les demi-frères, les frères et sœurs, et puis les jumeaux dizygotes ici, de même sexe ou de sexe opposé, tout ça est à peu près équivalent. Et puis les fameux jumeaux monozygotes qui, comme vous voyez, avaient un taux beaucoup plus élevé. Donc c'est ce genre d'étude qui a beaucoup contribué à donner une évidence assez forte sur le rôle de facteurs génétiques dans la tuberculose. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, évidemment, c'est essayer de comprendre pourquoi certains individus exposés vont devenir infectés. Donc ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je suis désolé. Mais pourquoi les infectés vont développer la tuberculose. Et par là, essayer de comprendre, évidemment, la physiopathologie, en quelque sorte, c'est-à-dire quels sont les circuits de réponse immunitaire qui sont vraiment importants en conditions naturelles d'infection pour contrôler, justement, l'infection tuberculeuse n'est pas passer au stade maladie. Et donc on fait ça, nous, par une approche génétique, et une approche génétique qui va rechercher des variants génétiques qui vont essayer d'expliquer ces différences. Alors comment penser un peu l'architecture génétique de la tuberculose? Donc vous allez voir, c'est quelque chose qui a un peu évolué au cours du temps. Bon, peut-être vous connaissez ce schéma qui est assez classique en génétique, qui est tout à fait intéressant et qui, je pense, résume assez bien les choses sur le spectre génétique qu'on observe dans énormément de pathologies humaines. Donc c'est un spectre qui est figuré ici en fonction des fréquences des variants qui sont associés à la maladie, donc de moins de 1 pour 1000 à plus de 5% ici, et puis en fonction de l'effet individuel de ces variants sur un individu, c'est-à-dire
qui sont ici mesurés en termes de risque relatif, ou on pourrait dire d'odds ratio, puisque c'est à peu près équivalent, en tout cas lorsque les fréquences des pathologies ne sont pas trop élevées. Donc 1, comme vous savez, c'est l'absence d'effet pour les risques relatifs. Et puis 1,5, évidemment, c'est des effets modestes. 50, c'est déjà un effet fort, mais ça peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Alors dans cette case-là, c'est des variants rares à effet très fort. Donc c'est les maladies monogéniques classiques, les maladies mendéliennes. Voilà. Cette case-là, qui sont des variants communs, les polymorphismes, qui ont des effets modestes, c'est toute cette génétique complexe qui s'est développée ces 15 dernières années, qui a fait l'objet des études de l'association Génome Entier. Là, GWA, ça veut dire Genome Wide Association. Ça a été fait dans toutes les maladies, tous les phénotypes que vous pouvez imaginer. On a trouvé pas mal de choses, mais avec des effets quand même qui restent très modestes. Parce qu'évidemment, des variants très fréquents, encore des effets très forts, c'est difficilement imaginable, puisque, enfin, pas dans des pathologies, en tout cas, relativement sévères. On peut imaginer ça dans des phénotypes, genre la taille ou des choses comme ça, mais dans des pathologies, c'est difficile. Et puis, il y avait tous ces variants-là. En fait, un des mérites de ce schéma, c'est de montrer vraiment, je pense, la continuité de ce spectre et tous ces variants-là. Variants intermédiaires, comme on dit. Nous, on appelait ça souvent gènes majeurs à mon époque. Qui ont des effets quand même pas négligeables, qui ne sont pas si rares que ça, et qui, en fait, jusqu'à l'avènement du séquençage à haut débit, étaient des variants qui étaient très peu explorés, parce que très peu explorables. La génétique mendélienne, évidemment, avait ses moyens. Après est arrivée l'ère des puces de génotypage qui a permis de faire ça, mais uniquement les variants fréquents. Et ces variants-là, en gros, on peut les explorer de façon satisfaisante que depuis l'arrivée des séquençages à haut débit, c'est-à-dire il y a moins de 10 ans. Alors dans la tuberculose, on est un peu parti sur ce schéma-là, surtout qu'il y a aussi cet effet de l'âge, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est un schéma qui est assez classique aussi en génétique, où les effets forts mendéliens vont évidemment se développer tôt dans la vie, parce que le risque est très fort. Les effets intermédiaires, peut-être autour de l'adolescence, adulte jeune, et puis les effets plus polygéniques, c'est-à-dire les effets, ceux-là, plutôt à un âge élevé. Et ça peut matcher, enfin ça matche d'ailleurs assez bien avec tout ce qu'on fait nous en maladie infectieuse, c'est-à-dire à partir du moment où la primo-infection arrive dans l'enfance, évidemment, si vous avez un défaut génétique mendélien, il va se révéler immédiatement à la primo-infection. Donc tout dépend juste de l'âge de la primo-infection, mais si l'agent infectieux est suffisamment fréquent, ou si vous vivez en zone endémique, évidemment, pour la tuberculose, ça va se révéler très tôt. Et donc, si on superpose les deux, voilà, ça fait un truc qui est assez cohérent. Et donc, c'est le schéma sur lequel on était parti, surtout sur l'aspect mendélien. C'est ce que j'ai essayé de figurer là. C'est-à-dire qu'on a d'un côté donc, ces tuberculoses de l'enfant, donc, qui représentent à peu près ça, où on est parti directement plutôt, et c'est ce dont je vais parler après, sur une approche monogénique, recherche de mutations rares à effet fort. Par contre, pour la tuberculose pulmonaire de l'adulte, donc ces gens-là, si je puis dire, alors c'est pas nous qui avons inventé ça, mais beaucoup d'études déjà avaient recherché des variants communs. Donc, on a essayé d'abord de réfléchir, de partir dans cette idée-là, mais comme je vais vous le dire, assez vite, on a un peu changé d'avis, parce que les résultats, en fait, de génétique, que je vais vous dire en quelques mots, sous cette hypothèse où la tuberculose pulmonaire de l'adulte aurait une forte composante génétique liée à des variants communs, à effet modeste, a été, on va dire, relativement peu confirmé. Et en particulier, alors d'une part, initialement par ces études gènes candidats, parce que c'est les approches qu'on faisait un peu avant les études d'association Génome Entier, puisqu'on n'avait pas encore les puces de génotypage. Et alors en tuberculose, il y a des dizaines de gènes qui ont été testés, en général pas très bien. Et en fait, quand on fait la synthèse de tout ça, il n'y en a quasiment aucune qui donne des résultats un peu consistants, répliqués, où on peut dire oui, vraiment, il se passe quelque chose avec ce variant ou ce gène. Et alors après sont arrivées les études d'association Génome Entier. Alors juste, je vous mentionne juste les deux principales, c'est les deux plus importantes en termes de taille d'échantillon, puis en plus elles portent sur deux populations assez différentes. La première qui avait été publiée, c'est dans les années 2010,
venant de populations africaines recueillies en Gambie et au Ghana. Alors ils ont réussi, dans un échantillon qui est quand même pas négligeable, 3500 patients, 7000 contrôles, à sortir entre guillemets simplement 2 variants, et encore 2 variants qui étaient assez limites en termes de niveau de significativité. Et donc évidemment ils avaient des odds ratios très bas, 0,8 pour l'un puisqu'il était protecteur, 1,2 pour l'autre. Donc c'était quand même un peu décevant. Et peu après, en 2015, il y a eu cette grosse étude en Russie, gros échantillon aussi, un seul signal significatif, et de nouveau un peu limite, avec un odds ratio à 0,85. Donc clairement, c'est pas ça qui va expliquer la génétique de la tuberculose pulmonaire, c'est minime. Par ailleurs, on peut noter qu'aucun de ces GWAS n'a détecté des variants des études gènes candidats précédentes, donc déjà ça confirme que c'était quand même pas des choses extraordinaires. Bon, d'autres GWAS ont été publiés aussi, on en a fait un aussi d'ailleurs au Maroc avec des échantillons plus petits, et en gros, personne n'a rien trouvé de marquant. Donc je crois qu'on peut raisonnablement dire que le rôle des variants communs est assez limité dans la tuberculose pulmonaire. Je rappelle juste vraiment que les GWAS sont des études qui testent uniquement les variants communs. Communs voulant dire à peu près supérieur à 1-2%. C'est des variants en génotype, donc en génotype qu'un certain nombre. Alors après, on peut faire maintenant ce qu'on appelle l'imputation, c'est-à-dire qu'on peut imputer à peu près tous les variants communs du génome, donc ça couvre assez bien, franchement, la variabilité du génome en variants communs, c'est-à-dire des variants, encore une fois, à 1 ou 2%. Sur des exomes. Non, c'est du génotypage. Génotypage. Pour ça, c'est ça le truc important, c'est que c'est du génotypage. Donc on n'a pas l'intégralité, justement, des variants. C'est pour ça que ça ne dit rien sur les variants qui sont plus rares. On ne peut rien dire sur les variants inférieurs à 1%. Et c'est tout l'intérêt de ce que je vais un peu dire par la suite. Alors on peut aussi mettre, discuter on peut toujours discuter l'homogénéité des phénotypes, ce qui est sûrement vrai, parce que quand vous recueillez 3500 patients en Gambie, au Ghana, ou 6000 en Russie, bon, c'est sûrement pas des patients super homogènes en termes de forme de tuberculose pulmonaire. Est-ce qu'ils sont tous bien confirmés? Bon, c'est vrai, ça joue, ils ont des âges différents. Quand vous avez des gros échantillons, évidemment, vous avez un peu d'hétérogénéité phénotypique. Donc nous, ce qu'on avait essayé de faire pour cette tuberculose pulmonaire, c'est plutôt faire des études plus réduites en taille, mais avec des cas un peu plus, en se focalisant sur des cas avec des critères qui pouvaient augmenter un peu la probabilité de trouver des choses génétiques, c'est-à-dire soit des cas familiaux, des cas venant de familles justement multiplexes, soit des cas plutôt d'âge de survenue relativement jeune. Ça, c'est une étude qu'on avait faite au Maroc. Donc on avait une centaine de familles multiplexes, c'est-à-dire avec au moins 2 germains, frères, sœurs qui étaient atteints. Donc tous avec des tuberculose pulmonaire évidemment confirmée. Et on a fait une stratégie qu'on aime bien dans le laboratoire, c'est de commencer par une analyse de liaison génétique, de linkage, puisqu'on avait des données familiales avec des cas multiples, donc on peut faire ce type d'analyse, qui est une analyse génome entier. On va rechercher en quelque sorte les régions chromosomiques qui sont plus volontiers partagées par les frères et sœurs malades. C'est un peu le principe de ces méthodes. Et ce faisant, on a pu trouver une région sur le chromosome 8 qui avait l'air intéressante, en tout cas qui était significative avec ces méthodes-là, donc qui se mesure avec une statistique qui s'appelle le lot score, donc les gens qui ont fait un peu de génétique, peut-être ça leur parle un petit peu. Ce qui permet déjà de réduire le génome à une région potentiellement intéressante, sur laquelle on a fait alors de l'étude d'association avec pas mal de variants. Donc on a fait 3000 SNP, donc qui sont les variants mononucléotidiques très, très classiques, le changement d'une base pour une autre. Et donc en faisant ça, on a pu trouver 2 SNP qui étaient associés dans un gène qui s'appelle TOX, dont je vais dire un petit mot après. Et surtout, ce qui est important, c'est de reproduire ce résultat. Donc d'une part, on l'a déjà reproduit dans une autre population marocaine indépendante. C'est pour ça que ça nous a intéressés. Autre chose qui nous a intéressés, c'est quand on regardait donc, le résultat de ces 2 SNP. Alors le ratio de base était de l'ordre de 2, donc quand même un peu plus élevé que d'habitude, si je puis dire. Des p-values qui étaient pas mal, compte tenu du nombre de variants qu'on avait testés. Mais ce qui était assez intéressant, c'est quand on a stratifié nos patients
par âge de survenue, l'effet était nettement plus fort, il était pratiquement uniquement concentré sur les patients justement à âge plutôt jeune, c'est-à-dire inférieur à 25 ans, avec là un effet donc qui était plus fort, y compris en termes de p-value, alors que l'échantillon évidemment était diminué, alors que l'effet disparaissait pratiquement chez les plus de 25 ans. Et d'autre part, après, on a pu valider ce résultat dans une population alors complètement différente, cette fois-ci recueillie à Madagascar, bon, qui quand même confortait ce résultat initial. Alors de plus, ce qui était intéressant, c'est que ce gène TOX, donc qu'on a trouvé vraiment par une approche qu'on qualifie de clonage positionnel, c'est-à-dire linkage, puis était finalement un gène assez intéressant, puisque c'est un facteur nucléaire qui intervient en fait dans le développement d'un certain nombre de cellules du système immunitaire, et en particulier des CD4. Ce qui est assez intéressant, puisqu'on sait très bien, malheureusement, que si on n'a pas beaucoup de CD4, c'est un fort risque de tuberculose par les patients HIV. Donc le gène était intéressant, c'est déjà pas si mal. Et donc là on est en phase en fait de faire des études fonctionnelles, donc c'est vraiment des résultats très très préliminaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un des variants était dans une zone a priori régulatrice, ce qu'on appelle une zone de transcription factor binding site. Ça, c'est des données ENCODE qu'on peut avoir. Donc, notre variant est là, et on voit que dans les données ENCODE, il y a beaucoup de facteurs de transcription qui se fixent là. Donc, une région intéressante. Dans des expériences très initiales, très préliminaires, donc il y a deux allèles A et G. On voit ici que l'allèle G... il y a un facteur de transcription qui se fixe sur l'allèle G par sur l'allèle A, l'allèle G étant l'allèle qui est à risque pour la tuberculose. Autre résultat préliminaire intéressant, c'est l'expression du gène TOX en fonction justement des génotypes à ce SNP. Alors il y avait une étude qui avait été publiée précédemment, où dans des cellules dendritiques, si on reprenait les résultats de TOX, qui étaient vraiment disponibles déjà, si je puis dire, les GG, donc qui sont les individus vraiment à risque de tuberculose, avaient déjà un niveau d'expression un peu plus bas que les deux autres génotypes. Et nous, en commençant à regarder dans des cellules T, on a une tendance, effectivement, où c'est un peu bas. Donc là, on est en train d'augmenter le nombre de contrôles. Donc ce sont des choses en cours, hein, c'est pas réellement prouvé, mais tout ça va dans la bonne direction et indique que peut-être ce variant de TOX pourrait avoir un effet quand même non négligeable dans les formes précoces de tuberculose pulmonaire. Alors j'en viens maintenant à la partie la plus intéressante, la partie monogénique. En fait, cette partie monogénique nous a été aussi très largement inspirée et démontrée, si je puis dire, par l'étude d'un syndrome auquel s'intéresse mon collègue, donc Jean-Laurent Casanova, depuis ses débuts, si je puis dire, c'est-à-dire plus de 25 ans, qui est ce syndrome appelé MSMD, Mendelian Septic to Mycobacterial Disease, qui sont ces enfants qui développent des infections disséminées à des mycobactéries a priori non virulentes. Donc soit les mycobactéries environnementales, qui sont un peu partout dans notre environnement, comme vous savez, et surtout le vaccin BCG, donc, qui est administré à des millions d'enfants tous les ans. Donc c'est un syndrome évidemment, on ne comprenait pas pourquoi ces enfants faisaient ces infections disséminées, alors que par ailleurs, ils allaient parfaitement bien. Et alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on a disséqué sur le plan génétique ce syndrome en découvrant, l'équipe de Jean-Laurent, en 1996, le premier gène muté qui était le récepteur d'interféron gamma, le gamma R1. Et puis petit à petit, on a commencé à trouver des mutations dans pas mal de gènes. Maintenant, on est à 12 gènes, je crois, qui tous sont reliés à ce circuit IL-12 interféron gamma, en gros, qui est représenté ici. C'est-à-dire que là, vous avez les cellules phagocytaires, donc qui vont phagocyter la mycobactérie, qui, très schématiquement, vont produire entre autres de l'IL-12 et de l'IL-23, qui vont aller stimuler dans des cellules T ou NK la production d'interféron gamma, qui en retour va aller stimuler la production de molécules qui vont aller chercher à détruire la mycobactérie. C'est assez simpliste, mais c'est à peu près ce qui se passe. Et donc en rouge, vous avez toutes les molécules dont les gènes ont été trouvés mutés dans ce syndrome, jusqu'à présent, on en trouve assez régulièrement encore, et qui jusqu'à présent expliquent un peu plus de la moitié des patients.
Donc ça veut dire qu'il y en a encore un petit peu à trouver. Donc d'une part, ça a permis d'expliquer ce syndrome, et ça a des conséquences en plus thérapeutiques pas négligeables, puisque très schématiquement, on peut classer ces défauts en deux types, ceux qui vont aboutir à un défaut de production d'interféron gamma, donc c'est tous les défauts qui sont par là, parce que ces gens-là n'arrivent pas à stimuler correctement la production d'interféron gamma, et puis ceux qui ont un défaut de réponse à l'interféron gamma, donc c'est ce qui se passe ici, récepteur bien sûr et tout ce qui est en aval. Et donc évidemment, ceux qui ont un défaut de production d'interféron gamma peuvent parfaitement avoir comme traitement, en plus d'antibiotiques, de l'interféron gamma recombinant, parce que c'est la molécule qui leur manque. Et ça marche, en tout cas pour certains patients, évidemment. Donc c'est assez intéressant sur le plan physiopathologique. Et j'en viens à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire que de plus, l'étude de ce syndrome en fait, nous a permis de découvrir les premières formes monogéniques de tuberculose. Parce que même si on pouvait penser qu'effectivement, si ces mutations prédisposaient des infections à des mycobactéries peu virulentes, probablement elles étaient aussi à risque pour des mycobactéries plus virulentes comme celle de la tuberculose. Alors, encore fallait-il le prouver, et ça a été fait quand évidemment on a commencé à avoir des familles venant de zones d'endémie, parce qu'au début on a beaucoup eu de familles européennes, donc peu d'exposition, mais quand on a eu des familles d'ailleurs, là c'est une famille marocaine par exemple, eh bien, on a trouvé des familles où on avait un cas index justement de MSMD, et quand on regardait dans la fratrie, d'autres frères et sœurs étaient porteurs exactement de la même mutation, mais certains avaient des tuberculoses. Donc cette sœur, par exemple, avait une tuberculose abdominale, et avait exactement la même mutation que son frère, qui était en l'occurrence ici les mutations du gène du récepteur bêta de l'interleukine 12, qui est de loin la forme la plus fréquente de ce syndrome, puisque ça représente au moins 30 à 40%. Il y a plus de 200 patients maintenant mutés pour ce gène. Donc c'est un défaut autosomal récessif complet. Ils n'ont absolument aucune réponse à l'interleukine 12. Et du coup, on avait regardé à l'époque voulant dire, à l'époque on n'avait pas encore le séquençage au débit, on faisait encore des séquençages gènes candidats. Ce gène en particulier, on l'avait séquencé systématiquement dans 50 patients avec 50 enfants avec des formes sévères de tuberculose. Et on avait trouvé 2 patients qui avaient des défauts complets de IL-12Rβ1 dans des familles consanguines, puisque c'est des défauts récessifs, donc c'est évidemment favorisé par la consanguinité. Donc c'était juste une petite étude, mais ça montrait quand même que c'était pas si rare que ça. Et qu'en séquençant un seul gène, on en trouvait quand même 2 sur 50. Alors maintenant, évidemment, on les recherche avec les techniques actuelles de séquençage au débit, donc ça nous aide à trouver d'autres gènes. Mais voilà, c'était quand même un premier résultat vraiment intéressant. Et justement, avec ces études séquençage au débit, on a tout récemment, trouvé le premier défaut de l'autre chaîne du récepteur de l'IL-12 qu'on n'avait jamais trouvé jusqu'à présent, donc la chaîne bêta 2. Donc c'est un travail tout récent dans cette famille, où de façon intéressante, on retombe sur le schéma en fait, initial dont je vous parlais tout à l'heure. Le cas index en fait, est un MSMD, il a fait une BCG, et quand on regarde dans sa famille, il y a un oncle en l'occurrence qui a fait une tuberculose, et lui aussi est porteur de la mutation, est homozygote. Au passage, vous pouvez noter qu'il y a des homozygotes qui ne sont pas atteints, donc il y a de la pénétrance incomplète, c'est une notion qui était aussi observée dans les défauts bêta et qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on cherche des gènes modificateurs. Mais ce défaut bêta 2 homozygote est, en tout cas en termes d'IL-12, une phénocopie complète, c'est-à-dire que c'est des sujets qui ne répondent pas du tout à l'IL-12, comme c'est indiqué ici. Là, vous avez le bêta 1 en contrôle, c'est le bêta 2, donc nouveau, et quand on stimule par l'IL-12, il ne se passe rien. Voilà. PMA-iono, c'est un contrôle pour montrer que les cellules sont bien viables. On avait aussi, dans ce travail, complémenté le défaut. Là, c'est des expériences classiques. Donc là, l'effet se juge en termes de phosphorylation de stade 4. Donc le premier patient, si vous le stimulez par l'IL-12, donc le contrôle d'abord, si vous le stimulez par l'IL-12, il phosphoryse stade 4. L'interféron alpha est aussi un contrôle interne, si je puis dire. Alors que le patient, si vous le stimulez par l'IL-12, il ne se passe rien. Si vous le transfectez avec un vecteur vide, il ne se passe rien. Et si vous le transfectez avec l'allèle bêta 2 sauvage, et là, il restaure son... Et là, c'est un bêta 1 comme contrôle négatif.
Alors j'en viens à la dernière partie qui est, que je vous dis, des choses assez intéressantes et nouvelles, qui porte sur le gène qui s'appelle TIC2, donc il code pour la tyrosine kinase 2. Donc TIC2, c'est une tyrosine kinase qui intervient en aval, en quelque sorte, de la signalisation d'un certain nombre de récepteurs, dont les récepteurs bêta 1, IL23R aussi, comme on va le voir, et d'autres, comme je vais le montrer tout de suite. Et les défauts complets de TIC2 sont très rares. C'est des mutations aussi perte de fonction pour lesquelles les patients sont homozygotes. Il y a un tout premier patient qui avait été décrit en 2006 au Japon, qui est ce patient-là, avec un phénotype qui était assez riche en termes à la fois d'infection, mais aussi d'autres choses comme un syndrome hyper-IgE. Et puis c'était le seul patient décrit, et en fait nous, 7-8 ans plus tard, on est arrivé avec 5 nouveaux patients qui ont des phénotypes cliniques assez différents, beaucoup moins riches, qui laissent à penser d'ailleurs que ces phénotypes initiaux, parce que les patients japonais sont peut-être dus à une autre mutation qui n'a pas été trouvée, parce que franchement, ça ne colle pas très bien avec le défaut type 2. Par contre, dans les 5 nouveaux patients, une des caractéristiques principales, c'est qu'à peu près tous, y compris d'ailleurs le patient japonais, avaient des infections mycobactériennes. Certains des autres patients, comme vous voyez, avec quasiment rien, une infection virale par là, une infection virale par là, et c'est à peu près tout. Et de façon d'ailleurs intéressante, 2 d'entre eux avaient une tuberculose comme seul phénotype. C'est-à-dire c'est des patients qui se présentaient comme une tuberculose, c'est tout. Donc, et ils avaient un défaut complet de TIC2. Complet, c'est perte de fonction totale. Un avec tuberculose abdominale, un avec miliaire. Donc, juste comme je vous ai dit, TIC2 donc, intervient dans la signalisation de plusieurs récepteurs, donc 12-23 comme je vous ai dit, mais aussi des interférons de type 1 et aussi l'IL10 qui pourraient expliquer, qui pourraient faire des infections effectivement virales, éventuellement des infections bactériennes. Alors virales c'est un peu observé, bactériennes moins, et en fait dans les études qu'on a faites, on montre assez clairement que l'impact fonctionnel est beaucoup plus fort sur la voie 12-23 que sur les voies interférons type 1 ou IL10 d'ailleurs. Là vous avez des résultats sur des patients donc avec défaut complet qui montrent qu'ils ne répondent pas du tout à l'IL12 comme les IL12 RBêta 1 et qui ne répondent pas non plus à l'IL23 du tout en termes de phosphorylation de stade 3. Donc ça c'était déjà un résultat intéressant, mais le plus intéressant était à venir parce que du coup on s'est intéressé à 2 variants de type 2, 2 variants au sens, beaucoup plus fréquents, à peu près 9% pour celui-là en Europe, 4% en Europe, donc c'est pas si rare que ça. Là, je vous ai mis les chiffres en termes d'homozygote. Alors, on s'est intéressé à ces 2 variants parce qu'il y avait des papiers qui avaient rapporté que ces variants pouvaient avoir un effet fonctionnel. Et par ailleurs, j'en dirai un mot à la toute fin, il se trouve que ces variants, en tout cas l'un d'entre eux, celui-là, avait été associé par des GWAS, justement, parce que c'est des variants qui peuvent être dans les GWAS, ceux-là, avait été associé à toute une série de pathologies inflammatoires ou auto-immunes, qui va de la polyarthrite rhumatoïde à la maladie de Crohn, mais avec un effet protecteur. Alors on s'est intéressé à ces variants, et on a regardé leur fréquence dans notre base d'exomes, justement, parce que maintenant on a une base d'exomes assez large, où il y a à peu près 4000 patients. On a rajouté les datas de 1000 génomes, qui représentent 2500 sujets, et on a observé un très fort enrichissement d'homozygotes pour le variant P1104A dans les maladies mycobactériennes, et en particulier dans la tuberculose. C'est-à-dire qu'on a trouvé 11 homozygotes dans la totalité de ces gens-là, 10 avaient des maladies mycobactériennes, donc 7 avaient une tuberculose, sur 455 tuberculoses au total, 3 avaient un MSMB sur 463, et un seul avait autre chose. Et quand on faisait des tests appropriés, on se retrouvait avec des p-values extrêmement significatives, des odds ratios qui montaient très haut, 90 pour la tuberculose. Si on ajoutait le MSMB, ça baissait un peu. On a fait des calculs pour un peu estimer la pénétrance pour la tuberculose. On est arrivé à des chiffres très impressionnants de 80%. C'est ce qui suggérerait que les gens qui sont porteurs qui sont homozygotes pour ce variant, pourraient avoir un très fort risque de tuberculose, évidemment, s'ils sont infectés. Aucun effet pour les hétérozygotes. Par contre, l'autre variant, le I684S, n'avait aucun effet. De même, les hétérozygotes composites ont 0,4A, aucun effet particulier.
Donc ça, c'est pour vous figurer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre d'analyse en composantes principales qui permet de donner les origines un peu ethniques des individus sur la base de leurs données génétiques. Donc là, vous avez les Africains, là, vous avez les gens d'Asie de l'Est, là, vous avez les Européens. Donc c'était pour montrer comment se situaient nos patients dans cette origine ethnique. Donc un certain nombre étaient d'origine européenne, d'autres d'origine, ça c'est l'Afrique du Nord en gros, ça c'est nord-africain. Et ça c'est, alors ça tombe un peu dans l'Asie du Sud, mais en fait c'est plutôt, parce que après ça se distingue, c'est plutôt des gens d'Amérique latine en fait. Là ça se superpose, là, sur il faut mettre une autre composante pour que ça se distingue. Donc un résultat très intéressant de base, d'autant qu'après, alors ça c'est pour vous figurer un peu la fréquence de ce variant au niveau mondial. Donc il est le plus fréquent en Europe, 4%. Dans la plupart des autres pays, il tourne autour de 1%, sauf en Asie du Sud-Est, là, où là il est franchement rare, voire quasi absent. Et donc dans tous ces pays, il est quand même relativement commun. Alors là, on a réexploré l'effet fonctionnel de ce variant. En fait, on a trouvé qu'il n'altérait pas du tout la réponse aux interférons de type 1, mesurée en termes de phosphorylation de statin, donc c'est ici que ça se passe. Ça n'altérait pas non plus en fait la réponse à l'interleukine 12, qui est ici, toujours en phosphorylation de stade 4. Par contre, il y avait un effet spécifique sur la réponse à l'interleukine 23, puisque là, contrairement, donc cette mesure en phosphorylation de stade 3, contrairement au contrôle, ou d'ailleurs au I184S, là, qui est l'autre variant, lorsqu'on met l'IL23, il n'y a aucune réponse qui se passe pour les cellules de patients homozygotes pour P1104A. Et dans le sang, lorsqu'on stimule par l'interleukine 23, on observait aussi une production d'interféron gamma qui était moindre chez les patients homozygotes 1104A, qui laissait penser que donc d'être homozygote pour ce variant entraîne une altération assez spécifique de la production d'interféron gamma médiée par l'interleukine 23. Alors, autre chose qu'on a faite aussi, sur des aspects évolutifs, ça c'est avec les collaborations du labo de Luis Quintana, on a donc regardé quelle était la fréquence de ce variant dans les ADN anciens, parce qu'il y en a maintenant un certain nombre qui sont disponibles. Et donc, il y a environ 4000 ans, ce variant en fait était là, et il était à une fréquence de l'ordre de 10%. Bon, l'estimation n'est pas extrêmement précise, parce qu'il n'y a quand même pas énormément d'ADN anciens, mais ça donne un ordre de grandeur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a regardé en fait tous les variants qui étaient dans le range 8-12% il y a 4000 ans, quelle est leur fréquence actuelle. Et ça, c'est la distribution de leur fréquence actuelle de tous ces variants. Il y en avait, je ne sais plus, 20 ou 30 000. Et il se trouve que P1104A est un de ceux qui a le plus diminué de fréquence. Parce que maintenant, il se retrouve à peu près à 4%. Ce qui est, bon, évidemment pas une preuve, mais qui peut suggérer que ce variant a été légèrement sélectionné par la tuberculose, évidemment, qui a sévi en Europe, en sachant qu'évidemment, comme vous le savez peut-être, un variant qui a un effet, une mutation qui a un effet récessif est beaucoup moins soumise à sélection qu'un variant à effet dominant. Parce que l'effet dominant, évidemment, ça disparaît tout de suite, si je puis dire, si tout le monde meurt. Les variants récessifs, les plus gros, les porteurs du variant, de ces variants-là, les plus nombreux sont les hétérozygotes. Enfin, l'exemple classique en étant la mucoviscidose, qui fait qu'il y a toujours malheureusement beaucoup de mucoviscidose parce que la plupart des mutations sont chez les hétérozygotes, pas chez les homozygotes. Donc éliminer les homozygotes, si j'ose dire, certes fait une petite purge, mais pas tant que ça. Voilà, et en contrôle négatif, si je puis dire, on avait l'autre variant, donc qui lui aussi a un peu diminué, mais lui restait dans le range des variants qui avaient diminué, dans des variants de même fréquence qui avaient diminué aussi en 4000 ans. Et alors la dernière chose qu'on a faite tout récemment, qui nous a bien occupé ces 2 derniers mois, c'est l'analyse des données UK Biobank. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette base de données, donc base de données de plus de 500 000 personnes, qui a donc été collectée, comme son nom l'indique, au Royaume-Uni. Donc des gens qui avaient entre 40 et 70 ans. Il y a 22 centres de recrutement, principalement en Angleterre, mais aussi en Écosse et au Pays de Galles.
Et chez ces personnes-là, on a tout un tas d'informations. Alors d'abord génétique, parce ils ont tous eu une puce de GWAS, donc c'est quand même pas mal. Et très bientôt, il y en a 50 000 pour lesquels on aura des exomes. Ça va bientôt arriver, mais on ne les a pas encore. Et puis, ils ont répondu à des questionnaires multiples et variés, ce qui fait qu'on a des informations phénotypiques sur plein de choses diverses et variées, médicales, mais aussi des paramètres, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ce qui prend le plus longtemps, en fait, c'est d'obtenir les données, parce qu'il faut rendre sur tout un tas de choses, donc ça prend quand même un certain temps. Mais une fois qu'on les a, alors d'abord, on n'a pas les données sur tous les phénotypes, hein, s'il faut faire des projets, donc de demander les phénotypes qu'on veut. Donc, on avait évidemment demandé les phénotypes qui étaient reliés à la tuberculose. Et il y a donc un champ très intéressant qui s'appelait Doctor Diagnose TB, qui était disponible. C'est-à-dire des gens qui ont été interrogés sur le fait de savoir si un docteur leur a une fois dit qu'ils avaient la tuberculose, et si oui, à quel âge. Enfin, on a à la fois l'info, on a l'âge de survenue, qui fait quand même un diagnostic qui n'est pas idéal, mais enfin, qui vaut ce qu'il vaut quand même, c'est pas si mal. Et donc, il y avait un peu plus de 115 000 personnes qui avaient répondu à ça. 620 avaient dit que oui, et puis 114 000 non. Et on a évidemment regardé ce qui se passait chez ces gens-là en termes de P1104A, et on a eu la bonne surprise de voir qu'on obtenait un effet tout à fait appréciable, avec 1% donc, de porteurs chez les tuberculeux versus 0,2% chez les contrôles. Et évidemment, vu les nombres dont on parle, là, ça devient tout de suite assez significatif. Ça fait notre ratio à 5. Là, c'est la distribution des années de survenue de la tuberculose de ces gens-là. Donc pas mal dans les années 70 par là. En fait, c'est des tuberculoses qui sont souvent assez jeunes, parce que la moyenne d'âge est de l'ordre de 20 ans. Donc vraiment, ça nous a beaucoup conforté dans notre résultat, puisque là, on avait une population, en tout cas homogène, là, je vais le dire sur le plan ethnique. Alors ce que je vous avais pas dit effectivement précédemment, peut-être assez, c'est que dans nos exomes, évidemment, on a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors les analyses qu'on peut faire, on les ajoute sur leur origine ethnique, mais enfin vous avez vu que les cas, ils étaient en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique latine. Tandis que là, quand on a fait justement cette PCA, eh bien, il y a 97% des gens qui sont d'origine européenne. Alors non seulement par la PCA, mais aussi, c'est d'ailleurs dans les questions qu'ils remplissent, ils se déclarent effectivement british ou irish ou européen, et ça colle très bien. Et on a 3%, là, tous les UK Biobanks, c'est le gris. Alors comme il y en a plus de 100 000, ça fait beaucoup, mais donc il y en a après, il y a un pool qui vient, sans trop de surprise, d'Asie du Sud, donc il y a Pakistan, Inde, évidemment, Grande-Bretagne, mais bon, il y en a un peu par là. Mais 97% sont là. Et en fait, les points noirs sont tous les homozygotes pour P1104A, donc ils sont tous européens pratiquement, à peu de choses près. Et les points rouges, c'est les tuberculeux homozygotes, donc ils sont tous effectivement européens. Et donc quand on se restreignait aux gens vraiment d'origine européenne, donc on avait toujours nos 6 homozygotes sur 589 tuberculoses, donc vraiment on avait 1% des patients qui étaient homozygotes pour ce variant. Alors après, ça c'est vraiment on s'est un peu amusé entre guillemets, parce qu'évidemment, ce qu'on s'est dit, c'est que la grande majorité ce qu'on a considéré comme les contrôles, c'est-à-dire les non-tuberculeux, comme c'est presque tous des gens qui ont vécu au Royaume-Uni, ont quand même assez peu de chances d'avoir été exposés et infectés par la tuberculose, en fait. Alors on n'a pas ces datas, évidemment, dans la database. Donc mais enfin, en regardant les prévalences justement des tests IGRA, dont je parlais au début, dans des populations britanniques, ça dépasse rarement 10%, quoi. Juste pour dire que, donc, si dans les contrôles, entre guillemets, il y a au moins plus de 90% des gens qui ne sont même pas infectés, évidemment, il y a une forte sous-estimation, puisque les homozygotes qu'on trouve chez les contrôles, s'ils étaient infectés, on peut supposer qu'ils ne seraient peut-être pas là. Donc là, on s'était juste amusé à regarder ce qui se passait si, justement, en fonction de la pénétrance de la tuberculose chez ces gens-là, comment le ratio évoluait. Et assez vite, en fait, il devient supérieur à 10, voire plus fort. Donc je dirais que c'est une limite inférieure de l'autre ratio qui reflète des contrôles assez imparfaits, puisque non exposés pour la plupart au risque de tuberculose. Donc voilà, c'est pour résumer.
Donc cette homozygosie pour P1104A, c'est, on peut dire, une des premières étiologies un peu monogénies de la tuberculose, qui n'est pas si rare que ça, qui peut donc peut-être expliquer de l'ordre de 1% des tuberculoses chez les Européens, ce qui est quand même assez considérable. Ailleurs, ça peut aller jusqu'à 0,5%, sauf, comme je vous ai dit, en Asie du Sud-Est, parce que le variant est beaucoup trop rare. Mais c'est donc une cause quand même qui n'est pas négligeable. Et par rapport à ce que je disais au début, donc c'est vraiment la partie complexe de la tuberculose, comme je l'ai dit, était quand même assez, remise en question, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais donc on est vraiment dans ces cases entre ces effets intermédiaires et cet effet monogénique, quoi. Et nous, on a l'impression qu'il y a probablement peut-être d'autres variants de ce type à trouver dans la tuberculose. Voilà, c'est ce qu'on cherche en tout cas. Que le mécanisme ici de ce variant, donc c'est une diminution de la production d'interféron gamma via la voie interleukine 23, ce qui d'ailleurs, de nouveau, peut avoir des implications pour le traitement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces gens-là pourraient bénéficier d'un traitement par interféron gamma, ce qui, encore une fois, dans le contexte des difficultés à traiter parfois ces patients, peut être intéressant. Et donc, pour finir, je reviens sur cette notion qui est aussi vraiment intéressante du rôle de ce variant, mais en miroir, puisqu'il est protecteur là, dans des pathologies inflammatoires auto-immunes. Ça, c'est une notion qui a été retrouvée dans d'autres, comme vous savez probablement, dans d'autres variants, c'est-à-dire des variants qui sont à risque pour les maladies infectieuses, mais protecteurs pour des maladies inflammatoires, ou d'ailleurs vice-versa, parce que c'est un peu des mécanismes un peu en miroir. Donc cette observation est vraiment intéressante, ça conforte aussi, encore une fois, les effets. Et alors, il y a aussi un truc pratique quand même à noter, c'est que sur la base de ces résultats, il y a donc des inhibiteurs de type 2 qui sont en cours de développement, mais ça voudrait dire que si c'est des choses qui arrivent sur le marché, c'est à peu près la même question que pour les anti-TNF, c'est-à-dire que si c'est probablement des molécules qui peuvent tout à fait favoriser le développement d'une tuberculose, et donc il faudra faire très attention et prendre, à peu près comme on fait pour les anti-TNF, qui sont effectivement bien connus pour réactiver des tuberculoses anciennes. Voilà, donc juste pour rappeler qu'on a ce labo à la fois à Imagine, comme on l'a dit, et à l'Université Rockefeller, donc avec mon collègue Jean-Laurent Casanova. Peut-être deux des personnes les plus importantes pour l'étude TIC2, c'est Stéphanie Boisson-Dupuis et puis Gaspard Carmer, qui a fait toute l'analyse sur UK Biobank, qui n'était pas une mince affaire. Et puis beaucoup de collaborateurs extérieurs au Maroc, à Madagascar, à Paris et au Canada. Voilà. Merci à vous. J'ai deux questions. La première, tu sais si ces gènes sont d'origine néandertalienne ou cro-magnon? Alors P1104A n'est pas sur les génomes de Néandertal disponibles, mais il n'y en a pas beaucoup, comme tu sais pour l'instant. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas du tout. Il n'est pas dans les génomes qui sont actuellement disponibles. Sur Denisova, parce que c'est lui. Parce que justement, le gène est peu présent en Asie du Sud-Ouest, et on sait qu'il y a une pression entre les Denisova et... Alors, là, je parle du variant, le gène, évidemment, le type 2. Le variant, oui. On parle de variant. On pense que c'est le gène qui ça, la baisse du variant en Asie du Sud-Ouest devrait être introduite via Denisova. Donc la question pour rebondir sur la question vous avez typé Denisova? Ah, nous, on ne fait pas ça. Nous, on prend juste les données disponibles. Denisova, je suis... C'est l'ADN de séquencé. Oui, oui. Je pense que les gens de Louis Quintana ont regardé, il n'y a ni Néandertal ni Denisova, je pense. Mais encore une fois, on parle d'un génome. Donc le fait que ça n'y soit... Oui, oui. Ah, s'il y était, on peut dire il y était. Voilà. Mais s'il n'y est pas, on ne peut pas dire il n'y est pas du tout, ni dans Néandertal ni dans Denisova. En Asie du Sud-Ouest, et comme on sait qu'il y a un mélange des populations... Oui, oui, bien sûr. Bon, ça suffit. Là, les génomes où il est, c'est des... Dans l'ADN ancien, c'est des... la carte, sur la carte, j'ai l'impression que c'était en Europe qui était le plus fréquent. Oui, c'est en Europe qui est le plus fréquent. Et en Asie du Sud-Ouest, parce que l'ADN protecteur était donné par les c'est ça le... Oui, mais le protecteur, tu ne le trouveras jamais. Pourquoi pas? De manière significative. Non, mais au moins, tu as une trop d'ADN protecteur, si tu le systématiquement, tu dire peut-être que... Oui, moi je trouve que ça fait néandertalien. La source fait néandertalienne. Ah, c'est certainement pas exclu. Tout ce qu'on peut dire, c'est que sur je ne sais même plus combien il y a de génomes néandertal disponibles. C'est-à-dire que tu n'en as pas du tout en Afrique subsaharienne. Là où tu as le maximum, c'est dans tes zones testées, c'est l'Europe.
Donc c'est là qu'était Néandertal. Oui, donc oui, on a oui, l'impression que c'est sur Néandertal. La deuxième Il faut avoir plus de génome, qui, ouais. qui me paraît très intéressante comme épidémiologiste, moi tu sais, je ne suis pas généticien, mais je m'intéresse aux infections des populations. Parmi les populations qui ont été le plus surexposées pendant le temps le plus longtemps, le plus long, ça a été les Juifs ashkénazes. À la tuberculose, tu veux dire? Oui. Oui. Alors. Parce que alors ça a été étudié pendant un temps. Hein. La première surpopulation dans un groupe relativement homogène, groupé avec un taux de consanguinité qui n'était pas négligeable, hein, c'est les Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est. Donc je pense que c'est et je pense qu'il y a pas mal de génomes qui ont été faits sur les Juifs ashkénazes. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de ségréger les Juifs ashkénazes là-dedans pour regarder si vous n'avez pas une disparition justement des gènes de susceptibilité chez les Juifs ashkénazes. Oui, là, il y a plus de data, oui. Donc je pense qu'il y aurait une grosse... Là, il y a plus de data. Hein? Là, il y a plus de data, oui, sur les Juifs ashkénazes, il y a effectivement des exomes et des génomes disponibles. Si tu compares les Juifs ashkénazes et les Juifs séfarades, je pense que tu vas avoir une grosse différence. Tu auras une diminution très significative chez les Juifs ashkénazes. Oui, alors est-ce qu'on pourra l'attribuer après, il faut voir si on peut l'attribuer juste à des... On ne peut pas discuter avant les résultats, des mais fictions, je pense que ça vaut le coup de regarder les résultats parce bien sûr, non, bien sûr. qu'il y a une évidence épidémiologique, si tu veux, que le nombre de tuberculoses qu'il y avait... Et enfin... Mais sur l'Europe en général, il y a eu une énorme pression de sélection hein, dans toutes les chiffres. Enfin, on a fait un petit calcul qui d'ailleurs, à 2-3 endroits, est donné le chiffre de 1 milliard de décès dus à la tuberculose sur 300-400 ans. On a fait un petit calcul, effectivement, sur les estimations de population, et on tombe effectivement sur, en Europe, entre 1700 et 1900, 500 millions de morts dus à la tuberculose. C'est énorme, ça expliquait 20% des morts à l'époque. Si les choses sont passées de la même manière qu'en Afrique, qu'on a pu observer, c'est que, avec des moyens diagnostiques, c'est le passage de la ruralité à l'urbanisme qui a été un facteur d'explosion de la tuberculose. Et donc c'est vrai que l'hyperurbanisme, la population qui est plus témoin de l'hyperurbanisme, c'est la population des Juifs ashkénazes. Ils étaient dans les ghettos, dans des endroits relativement limités. Donc je pense le deuxième truc, le troisième truc, c'est ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est devenu, parce que c'est devenu extraordinairement troublé par l'infection HIV. Mais la présentation clinique de la tuberculose pulmonaire en Afrique subsaharienne était différente de celle de la production européenne, et en particulier, il y avait des tuberculoses nécrotiques extrêmement spécifiques de l'Afrique, qui sont noyées maintenant dans le fait que beaucoup des tuberculoses sont associées à HIV. Mais dans l'époque pré-HIV, la tuberculose, on regardait, quand on était jeune, on faisait, devant un thorax, on disait ça c'est une tuberculose africaine. C'était beaucoup plus florissant, entre guillemets. Nécrotique, ça prenait des proportions. Et donc on peut se poser la question, effectivement, de savoir si l'exposition à la tuberculose pulmonaire africaine n'est pas quelque chose qui est lié à quelque chose de génétiquement spécifique. Oui, qui est plus récent quand même, et qui... Oui, c'est peut-être des formes qu'on voyait en Europe avant, et nous qu'on n'a jamais vues, évidemment. Oui, parce que tous ces gens-là sont... éléments génétiques différents. Oui, absolument. J'ai une question technique. Vous criblez des exomes, c'est ça? Alors maintenant, oui, c'est des exomes, oui. Et vous travaillez que sur des SNP. Et comment vous faites pour les gènes complexes, type HLA, comme ça, KIR? Alors, ça dépend... Oui, alors... HLA nécessite une étude spécifique. C'est-à-dire, soit vous étudiez les variants HLA tels qu'ils viennent de donner des exomes, c'est-à-dire des variants qui sont considérés comme missense, voire French shift. Non, je parle pour le morphisme. Oui, enfin, on peut étudier les variants HLA comme ça, ou alors si vous voulez revenir au HLA allèle, genre DRB1 08, 02, là, dans ce cas-là, vous pouvez, parce qu'il y a des méthodes vraiment qui marchent bien, parce qu'on le fait, HLA nous intéresse aussi par ailleurs, qui permettent à partir de données d'exomes, ce qui se passe, c'est que, de base, les logiciels qui vont mapper les rides des exomes, les allèles HLA, ils les mettent à la poubelle parce qu'ils n'arrivent pas à les mapper, parce qu'ils sont trop polymorphiques. Mais pour la plupart, ils existent en fait. Et donc il existe des méthodes spécifiques, il y a des gens, il y a plusieurs publications là-dessus. Si vous utilisez par contre une méthode spécifique, qui consiste en fait à avoir une librairie de tous ces allèles spécifiques, et après vous mappez vos rides sur ces librairies-là, vous pouvez récupérer ces datas. Donc vous le faites? Oui, on le fait, oui.
Oui, on le fait. Et ça marche assez bien. Vous ne trouvez rien de spécial Alors pour l'instant, rien de très spécial, mais c'est quelque chose qu'on veut étudier aussi par ailleurs, mais c'est faisable. Ce qui est différent, on peut faire aussi de l'imputation HLA à partir de données génotypage, là. Là, c'est de l'imputation. C'est-à-dire, tandis que là, on récupère les rides, et honnêtement, à part deux, je me souviens plus très bien, 2 ou 3 loci qui ne sont pas très bien couverts, on a des choses de qualité, et on a comparé par rapport à un typage. Parce que maintenant, en fait, les typages HLA se font aussi par MGS, sauf que c'est des couvertures beaucoup plus importantes, très ciblées, etc. Mais c'est très correct en termes de. Donc il faut juste utiliser les bons. Et sur le gène de Laurent? Les bons logiciels. Le leader. C'est trop possible. Leader, c'est jeune leader. Leader, ça Non, je c'est sais. trop possible. Ça, je sais pas. Parce que lui, l'absence de la population, je ne pense pas. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Très bien, merci. Ok, merci.